Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Dessous de la littérature et aujourd'hui on se retrouve pour un épisode un peu spécial puisque je l'ai conçu grâce à vous pour la journée du quart d'heure national de lecture organisée par le CNL, le Centre national du livre. Et bien c'est donc grâce à vos extraits que vous m'avez envoyés de vos livres préférés que j'ai pu façonner ce petit modeste quart d'heure. Grâce à vous, chers auditeurs, chères auditrices, chers auditeurs, n'est-ce pas? Et sans plus attendre, je vous en propose la lecture. Je mettrai en description de cet épisode les différents comptes des réseaux sociaux des contributrices et contributeurs si vous avez envie d'aller les voir. Et le premier extrait nous est justement proposé par Anne-Marie, issu du recueil de poésie Le cœur innombrable d'Anna de Noailles. Je m'appuierai si bien et si fort à la vie, d'une si rude étreinte et d'un tel serrement, qu'avant que la douceur du jour me soit ravie, elle s'échauffera de mon enlacement. La mer, abondamment sur le monde étalée, gardera dans la route errante de son eau le goût de ma douleur qui est âcre et salée, et sur les jours mouvants roule comme un bateau. Je laisserai de moi dans le pli des collines la chaleur de mes yeux qui les ont vus fleurir, et la cigale assise aux branches de l'épine fera crier le cri strident de mon désir. Dans les champs printaniers, la verdure nouvelle et le gazon touffu sur les bords des fossés sentiront palpiter et fuir comme des ailes les ombres de mes mains qui les ont tant pressées. La nature, qui fut ma joie et mon domaine, respirera dans l'air ma persistante odeur, et sur l'abattement de la tristesse humaine, je laisserai la forme unique de mon cœur. Le second extrait est un extrait de La promesse de l'aube de Romain Gary, reçu par Fabien Etchekopar. Avec l'amour maternel, la vie vous fait à l'aube une promesse qu'elle ne tient jamais. Chaque fois qu'une femme vous prend dans ses bras et vous serre sur son cœur, ce ne sont plus que des condoléances. On revient toujours gueuler sur la tombe de sa mère comme un chien abandonné. Jamais plus, jamais plus, jamais plus. Des bras adorables se referment autour de votre cou et des lèvres très douces vous parlent d'amour. Mais vous êtes au courant. Vous êtes passé à la source très tôt et vous avez tout bu. Lorsque la soif vous reprend, vous avez beau vous jeter de tous côtés, il n'y a plus de puits, il n'y a que des mirages. Vous avez fait, dès la première lueur de l'aube, une étude très serrée de l'amour, et vous avez sur vous de la documentation. Oh, je ne dis pas qu'il faille empêcher les mères d'aimer leurs petits. Je dis simplement qu'il vaut mieux que les mères aient encore quelqu'un d'autre à aimer. Si ma mère avait eu un amant, je n'aurais pas passé ma vie à mourir de soif auprès de chaque fontaine. Malheureusement pour moi, je me connais en vrai diamant. L'extrait suivant a été choisi par Oriane. C'est un extrait des Misérables de Victor Hugo dans la 4e partie. On a tant abusé du regard dans les romans d'amour qu'on a fini par le déconsidérer. C'est à peine si l'on ose dire maintenant que deux êtres se sont aimés parce qu'ils se sont regardés. C'est pourtant comme cela qu'on s'aime, et uniquement comme cela. Le reste n'est que le reste, et vient après. Rien n'est plus réel que ces grandes secousses que deux âmes se donnent en échangeant cette étincelle. À cette certaine heure où Cosette eut sans le savoir ce regard qui troubla Marius, Marius ne se douta pas que lui aussi eut un regard qui troubla Cosette. Il lui fit le même mal et le même bien. Depuis longtemps déjà, elle le voyait et elle l'examinait comme les filles examinent et voient, en regardant ailleurs. Marius trouvait encore Cosette laide, que déjà Cosette trouvait Marius beau. Mais comme il ne prenait point garde à elle, ce jeune homme lui était bien égal. Cependant, elle ne pouvait s'empêcher de se dire qu'il avait de beaux cheveux, de beaux yeux, de belles dents, un charmant son de voix, quand elle l'entendait causer avec ses camarades, qu'il marchait en se tenant mal, si l'on veut, mais avec une grâce à lui, qu'il ne paraissait pas bête du tout, que toute sa personne était noble, douce, simple et fière, et qu'enfin, il avait l'air pauvre, mais qu'il avait bon air.
Le jour où leurs yeux se rencontrèrent et se dirent enfin brusquement ces premières choses obscures et ineffables que le regard balbutie, Cosette ne comprit pas d'abord. Elle rentra pensive à la maison de la rue de l'Ouest où Jean Valjean, selon son habitude, était venu passer 6 semaines. Le lendemain, en s'éveillant, elle songea à ce jeune homme inconnu, si longtemps indifférent et glacé, qui semblait maintenant faire attention à elle, et il ne lui sembla pas le moins du monde que cette attention lui fût agréable. Elle avait plutôt un peu de colère contre ce beau dédaigneux, un fond de guerre remua en elle. Il lui sembla, et elle en éprouvait une joie encore toute enfantine, qu'elle allait enfin se venger. Se sachant belle, elle sentait bien, quoique d'une façon indistincte, qu'elle avait une arme. Les femmes jouent avec leur beauté comme les enfants avec leur couteau. Elles s'y blessent. L'extrait suivant est un poème de Fiodor Tchoutchev, intitulé Crépuscule. Les ombres grises se confondent, la lumière a pâli, le bruit s'est endormi. Vie et mouvement se fondent, en rumeurs, au loin, en brouillard indécis. Des phalènes, le vol invisible bruissent dans l'air de la nuit. Moment de tristesse indicible, tout est en moi, en tout je suis. Calme pénombre, pénombre dormante, dans mon âme déverse-toi, calme, languissante, odorante, recouvre tout, apaise-moi. Que les ténèbres de l'oubli emplissent mon cœur à ras-bord, fais que je sois anéanti, mêle-moi au monde qui dort. L'extrait suivant est un roman que j'aime beaucoup et qui m'a été envoyé par le compte Une prof des livres, je cite. Il s'agit du premier chapitre du roman Martin Eden de Jack London. Le type mit une clé dans la serrure et entra, suivi d'un jeune gars qui ôta sa casquette d'un geste gauche. Il portait des vêtements d'étoffe grossière qui sentaient la mer, et de toute évidence ce n'était pas à sa place dans l'immense vestibule où il se trouvait. Ne sachant que faire de sa casquette, il allait la fourrer dans la poche de sa veste quand l'autre la lui prit des mains. Le geste, calme et naturel, fut apprécié du jeune homme gauche. « Ah, il comprend, songea-t-il, il ne me laissera pas tomber. » Il marchait sur les talons de l'autre en roulant des épaules et en écartant involontairement les jambes, comme si le parquet parfaitement horizontal se soulevait et s'abaissait au gré de la houle. Les vastes pièces paraissaient trop étroites pour sa démarche chaloupée, et quant à lui, il était saisi d'épouvante à l'idée que ses larges épaules pourraient heurter le chambranle des portes, ou envoyer valdinguer les bibelots entassés sur le dessus de la basse cheminée. Il zigzaguait entre les divers objets, voyant se multiplier des dangers qui, en réalité, n'existaient que dans sa tête. Entre un piano à queue et au centre de la pièce, une table couverte de piles de livres, s'ouvrait un espace où une demi-douzaine de personnes auraient pu avancer de front. Pourtant, c'est avec terreur qu'il se risqua à le traverser. Ses bras pesants balayaient souplement d'un côté et de l'autre. Il ne savait que faire de ses bras et de ses mains, et quand son imagination fiévreuse lui représenta un bras tout prêt d'effleurer les livres empilés sur la table, il fit un brusque écart, tel un cheval apéré, manquant renverser le tabouret du piano. Il observait l'allure aisée de l'autre devant lui, et pour la première fois, se rendit compte que sa démarche à lui était différente de celle d'autres hommes. La découverte de sa gaucherie l'emplit de honte un instant. Il sentit de fines gouttelettes de sueur perler à son front, et s'arrêta pour éponger avec son mouchoir son visage bronzé. « Arthur, attendez mon vieux !» dit-il, s'efforçant de dissimuler son angoisse derrière une remarque facétieuse. « C'est trop à la fois pour votre serviteur, laissez-moi le temps de retrouver mes esprits. Vous savez bien que je voulais pas venir, et j'ai l'idée que votre famille meurt pas non plus l'envie de me voir. »« Oh, ne vous inquiétez donc pas, » lui fut-il répondu. Il tourna la tête vers son ami, qui lisait toujours sa lettre, et aperçut les livres sur la table. Dans ses yeux passa un éclair de nostalgie et de convoitise mêlée, aussi promptement que dans ceux de l'affamé s'allume le désir à la vue de nourriture. Une foulée instinctive, avec une rotation des épaules vers la gauche puis vers la droite, l'amena à la table où il commença à manipuler affectueusement les livres. Il notait les titres des ouvrages et les noms des auteurs, lisait les fragments, caressait les volumes des yeux et des mains. Une fois, il reconnut un livre qu'il avait lu. Pour le reste, c'étaient des livres et des auteurs qu'il ne connaissait pas. Il tomba sur un volume de Swinburne,
et se mit à le lire avec concentration, oubliant où il se trouvait, le visage illuminé. Par 2 fois, il referma le livre sur son index pour bien regarder le nom de l'auteur. Swinburne. C'était un nom qu'il n'oublierait pas. Ce type avait su voir, et comment, la couleur, la fulguration. Mais qui était Swinburne? Était-il mort depuis un siècle ou plus, comme la plupart des poètes? Ou bien était-il encore vivant? Écrivait-il toujours? Il se reporta à la page de garde. Oui, il avait écrit d'autres livres. Eh bien, dès le lendemain, à la première heure, il irait à la bibliothèque publique et il essaierait de se procurer des ouvrages de Swinburne. Il revint au texte et s'y plongea. Il ne remarqua pas qu'une jeune femme était entrée dans la pièce. Il ne s'en aperçut qu'au moment où il entendit la voix d'Arthur qui disait « Ruth, je te présente Monsieur Eden. » L'index entre 2 pages du livre refermé, il se retourna, saisi d'un frisson nouveau, causé non par l'apparition de la jeune fille, mais par les paroles de son frère. L'extrait suivant est une lettre de Freddy pour Hugo, dans Nous rêvions juste de liberté, d'Henri Leeuwenbruck, envoyé par ma vie en page. Il s'agit de l'épilogue. Hugo, ils m'ont donné ton manuscrit. Je suis là, sur la baie des Boucaniers, comme quand on y allait tous les deux tout seuls, et je l'ai lu d'une traite. Je te jure, je l'ai même lu 2 fois. Merde alors, je savais bien que t'étais fait pour ça. Tu vois, je m'étais pas trompée, hein. T'es un enfoiré d'écrivain. Tu l'aurais publié ton livre, merde, un vrai putain de livre mon pote. Comme tous ceux que tu planquais dans ta roulotte et que tu lisais en cachette avec cette petite fiotte d'Alex. Je te dis même pas combien de fois tu m'as fait chialer. Chialer comme un gosse. Il faut que je te dise, tu sais, pendant toutes ces années, promis, j'ai pensé à toi, moi aussi, tous les jours. 1000 fois j'ai failli prendre ma bécane, ouais je l'ai toujours, rascale, toute noire et qui roule encore du feu de Dieu mec. J'ai failli la prendre et tout envoyer balader, le garage, ma femme, mes gosses, prendre la route et sillonner le pays, en long, en large et en travers, jusqu'à venir te choper par la peau des fesses, mon Hugo, te choper par la peau des fesses et te dire que rien ne m'a jamais autant fait souffrir que ton absence. 1000 fois, j'ai regretté de t'avoir laissé partir, de ne pas t'avoir suivi. 1000 fois, je me suis traitée de sacré con avec ma fierté idiote. Et puis, quand je suis venue dans ton club à Frémont et qu'Alex m'a dit que t'étais pas là, je me suis dit que c'était peut-être mieux comme ça, que peut-être tu n'avais vraiment plus besoin de moi. T'en as fait des conneries. T'en as dit aussi pas mal dans ton bouquin, mais il y a une chose sur laquelle tu ne t'es jamais trompée. Je suis ton frère. Un frère comme toi, j'en aurai jamais d'autre. C'est écrit là, en rouge, sur ma poitrine, et ça partira jamais. Et maintenant, j'ai lu ton livre, et ça n'arrête pas de tourner dans ma tête, tout ça. T'arrêtes pas de parler de liberté, t'arrêtes pas de dire que c'est la chose la plus importante au monde, tu lui mets des majuscules, tu dis tout le temps que c'est notre truc à nous, la liberté, qu'on passe rien qu'à ça, qu'on vivait que pour ça. Mais au fond, moi, je voyais pas les choses comme toi. Mon truc à moi, c'était pas la liberté, c'était la déconne. La liberté, Hugo, j'y ai jamais cru. Et c'est justement pour ça que j'aimais tant déconner. C'était mon seul remède, c'était ma seule issue. Rappelle-toi, tous les matins, on se levait, on se retrouvait sous le kiosque à musique et on se demandait quelle nouvelle connerie on allait pouvoir inventer pour se marrer un bon coup. Oh, on ne parlait pas de liberté, on parlait de déconne. Ce que je savais pas, c'est que ça existait. C'est toi qui me l'as prouvé. La liberté, elle existe. Elle coûte drôlement cher, mais elle existe. Alors je suis là, au bord de l'océan, et je me marre. Je t'écris et je me marre. Je pense à tout ce qu'on a vécu tous les deux, et je souris. La naissance et la mort sont 2 expériences qui ne se partagent pas. On est tout seul, on meurt tout seul. Entre les deux, on se débrouille. Moi, entre les deux, j'ai eu la chance de te rencontrer, et même quand t'étais pas là, je me suis jamais sentie seule. Parce qu'en vrai, t'étais là. Tu as toujours été à côté de moi, et je sais que tu m'as toujours sentie à tes côtés. Tu vois, t'avais peur que je sois pas là, hein? Que je vienne pas le jour de ta libération. J'étais là, Bohème. T'as vu, hein? J'étais là, de l'autre côté de la vitre. Et je te jure que, même si ça se voyait pas à cause des larmes, quand ils t'ont mis sur le fauteuil matelassé, qu'ils ont foutu ces 2 putains d'aiguilles dans tes bras, qu'ils t'ont injecté leurs produits bien dégueulasses, je te jure que je souriais. Je souriais comme toi. Tu es parti en souriant, Bohème, parce que j'étais là, parce que t'étais libre, petit frère. Signé Freddy.
Le dernier extrait est un extrait de ma pièce préférée, enfin l'une de mes pièces préférées, Cyrano de Bergerac. C'est évidemment un célèbre dialogue entre Roxane et Cyrano, troisième acte, scène 7. Roxane. Quels mots me direz-vous? Cyrano. Tous ceux qui me viendront, je vais vous les jeter, en touffe, sans les mettre en bouquet. Je vous aime, j'étouffe, je t'aime, je suis fou, je n'en peux plus, c'est trop. Ton nom est dans mon cœur comme dans un grelot. Et comme tout le temps, Roxane, je frissonne, tout le temps le grelot s'agite, et le nom sonne. De toi, je me souviens de tout. J'ai tout aimé. Je sais que l'an dernier, un jour, le 12 mai, pour sortir le matin, tu changeas de coiffure. J'ai tellement pris pour clarté ta chevelure que, comme lorsque l'on a trop fixé le soleil, on voit sur toute chose ensuite un rond vermeil. Surtout, quand j'ai quitté les feux dont tu m'inondes, mon regard ébloui pose des taches blondes. Roxane, d'une voix troublée. Oui, c'est bien de l'amour. Cyrano. Certes, ce sentiment qui m'envahit, terrible et jaloux, c'est vraiment de l'amour, il en a toute la fureur triste. De l'amour, et pourtant il n'est pas égoïste. Ah, que pour ton bonheur je donnerais le mien, quand même tu devrais n'en savoir jamais rien. S'il se pouvait parfois que de loin j'entendisse rire un peu le bonheur né de mon sacrifice. Chaque regard de toi suscite une vertu, nouvelle, une vaillance en moi. Commences-tu à comprendre à présent? Voyons, te rends-tu compte? Sens-tu mon âme un peu dans cette ombre qui monte? Oh, mais vraiment ce soir, c'est trop beau, c'est trop doux. Je vous dis tout cela, vous m'écoutez? Moi? Vous? C'est trop. Dans mon espoir même le moins modeste, je n'ai jamais espéré tant. Et il ne me reste qu'à mourir maintenant. C'est à cause des mots que je dis qu'elle tremble entre les bleus rameaux. Car vous tremblez comme une feuille entre les feuilles. Car tu trembles. Car j'ai senti, que tu le veuilles ou non, le tremblement adoré de ta main descendre tout le long des branches du jasmin. Et c'est sur ce quart d'heure de lecture passé ensemble avec cette anthologie littéraire collective que l'on se quitte. Je vous dis bien déjà à jeudi pour un nouvel épisode des Dessous de la littérature. Si vous me découvrez pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner et à partager cet épisode autour de vous. Et puis pourquoi pas à m'envoyer d'autres extraits de vos livres, romans, pièces et poèmes préférés pour continuer un petit peu cet itinéraire littéraire ensemble. Et en attendant, je vous dis, lisez.